bienvenue aujourd'hui dans notre Malte Academy. Moi, je m'appelle Ariane, je suis allemande, si peut-être vous avez déjà entendu un petit accent. J'ai travaillé pour Malte en Allemagne pendant à peu près 1 an et maintenant j'ai rejoint l'équipe en France en tant que community developer. Ça veut dire que j'organise des événements, du coup comme ça en virtuel, mais on essaie aussi de plus en plus d'organiser des live events, des After Malte. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans notre bureau à Paris, c'est très sympa. Maintenant, il n'y a plus le Covid, alors on essaie de plus en plus d'en faire. Et voilà, des webinaires comme ça aujourd'hui. Du coup, ça, c'est notre agenda. Je vais vous donner 2-3 petits updates sur Malte. Je sais pas, voilà, peut-être qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas encore sur Malte, qui ne connaissent pas encore trop Malte, mais je vais vraiment juste brièvement parler de Malte et après, ce sera à William de prendre la parole et de nous présenter Knevin. Alors, on verra ce que c'est et on va apprendre beaucoup là-dessus. Et voilà, à la fin, on va traiter des questions. Du coup, Malte, qu'est-ce que c'est? Malte, c'est la plateforme de freelance numéro 1 en Europe. Maintenant, on est vraiment devenu très, très grand. Et comme vous voyez ici aussi, on a maintenant à peu près 600 employés en toute l'Europe. Du coup, Malte a été créé en France. Alors, c'est un concept français. Mais maintenant, on a Malte aussi en Allemagne, en Espagne, en UK et aussi aux Pays-Bas, par exemple, depuis l'année dernière. Du coup, des bureaux un peu partout en Europe. Et voilà, 10 ans d'existence maintenant, cette année-là. Et il y a à peu près 400 000 consultants indépendants qui sont reliés par nous, par le site Malte, par la plateforme, avec des clients, avec des entreprises qui ont pas mal de projets très, très intéressants. Alors, du coup, on a 255 000 missions qui ont été effectuées maintenant avec succès sur Malte. Et on a aussi du soutien de pas mal d'investisseurs. Alors, vous voyez ça ici, ça grandit vraiment bien et c'est très cool si vous voulez devenir membre sur notre site. Alors, vous trouvez ici à peu près 600 000 clients, des startups, mais aussi des plus grands comptes, des plus grandes entreprises, comme vous voyez ici, dans vraiment pas mal de secteurs. En fait, il n'y a pas seulement des projets tech, ou pas seulement des projets en contenu ou en réseaux sociaux, mais vraiment, vous en trouvez tout. Il faut juste vraiment avoir un bon profil et il y a aussi 2-3 astuces. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des questions là-dessus aussi dedans. Et voilà. Alors, il y a par exemple LVMH, L'Oréal, Deloitte, mais aussi des plus petits startups. Du coup, vous trouvez un peu de tout. Et ça, c'est tout de ma part. Du coup, maintenant, je laisse la parole à William. De nouveau, merci d'être là. Je vais enlever ma caméra, mais je reste ici, bien sûr, et je vais suivre le chat et puis on verra ce que William va nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Ariane. Moi aussi, vous entendrez peut-être un accent, vous serez peut-être posé la question, mais avec un prénom comme ça, un nom de famille comme ça, il ne peut pas être très français. C'est vrai. Bon, ça fait plus de 20 ans que je vis en France, mais je suis anglo-américain à la base. Je travaille pour Zenica Nantes, je suis consultant. Bon, Zenica, c'est une ESN. Alors, je pourrais vous faire le pitch pourquoi Zenica est une ESN différente des autres ESN. Vous connaissez un peu la combine. Je ne vais pas faire ça ici. Je ne pense pas que c'est le lieu. Moi, j'aime bien travailler pour Zenica et puis j'aime bien aussi, quand on est en mission, travailler avec des personnes d'autres horizons et c'est ça que je trouve formidable avec le travail les freelanceurs. J'aimerais vous partager ce sujet sur Knevin. On va apprendre à comment prononcer ce mot gallois et aussi comment ça peut s'appliquer, comment on peut utiliser Knevin pour, principalement pour éclairer notre manière de gérer un produit, le développement d'un produit, la partie discovery et delivery. Mais en fait, je pense que j'ai teasé, si vous avez bien lu la description, j'ai teasé une autre petite utilisation qui peut vous être utile, notamment sur comment essayer de convaincre un petit peu les gens des choses un petit peu plus modernes qu'on aimerait déployer dans les missions que l'on a. Je vais essayer de parler pendant à peu près 30 minutes et pour laisser un max de temps pour les questions, je vais balancer pas mal de références. Peut-être que je passerai pas assez de temps, autant de temps que vous voudrez sur les références, mais vous aurez les diapos, vous aurez des liens, vous aurez des noms de bouquins à lire et je voudrais bien explorer plus les axes que vous aimeriez explorer dans les questions. Et puis, je me tiendrai volontiers à disposition via des réseaux sociaux comme LinkedIn. Là, je vous mets le lien sur mon profil LinkedIn. L'idée, c'est pas juste que je vous parle pendant et que ce soit descendant, c'est qu'aussi qu'on crée un dialogue
Et si vous avez des références, si vous avez des remarques, des critiques, des propositions, je suis tout oui là-dessus. OK. Alors, si j'arrive à passer à la diapo suivante, je constate, de mon point de vue, qu'on peut avoir beaucoup de débats, des débats que je qualifierais de manichéens, où on essaie de dresser deux choses. Un truc comme étant le mal absolu, le truc qu'il faut vaincre, souvent on qualifie ça de traditionnel, d'ancien, etc., etc., versus le truc qui est génial, qu'il faudrait appliquer partout. Et bon, par exemple, on peut avoir ce débat entre le command and control versus l'agilité. L'agilité, c'est bien sûr, c'est le truc qu'il faudrait mettre partout. Et le command and control, c'est le truc qu'il faudrait absolument combattre. Alors qu'en réalité, dans beaucoup de ces débats, en fait, la vérité est ailleurs. Les deux choses ont de la valeur, ça dépend du contexte. Et aussi, parfois, ce n'est pas les deux seules options. On fait abstraction dans ce genre de débat entre blanc et noir de plein d'autres couleurs, de nuances de gris qui peut exister entre les deux. Ouais, donc on peut. Alors, il y a eu pendant longtemps un débat entre Scrum et Kanban. Bon, ce débat, des fois, il se perd et puis il reprend. On peut avoir des débats entre estimate et no estimate. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le camp de il faut toujours estimer? Je ne sais pas si on peut réagir avec des pouces ou des trucs. Oui, je ne sais pas. Il y a des petits emojis. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Ok, donc j'ai dit quoi? Ouais, du estimate, pardon. Qui aime estimer tout? Oui, c'est ça. Ok, qui ne veut pas estimer? Il ne faut jamais estimer. Qui est dans ce camp-là? Il ne faut jamais estimer. Ok, voilà. Très bien. Ouais. On peut aussi avoir un débat entre, si j'arrive à passer, voilà, entre avoir une vision claire et être piloté par un purpose versus être complètement perdu. C'est-à-dire que si on n'a pas de vision claire, on est complètement perdu. Alors moi, j'aime bien sortir une citation qui est sur mon sac à dos du Seigneur des Anneaux. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus, nécessairement. Donc, dans ces débats-là, on cherche souvent l'unique façon de faire dans tous les contextes. Est-ce que vraiment cette unique façon de faire dans tous les contextes existe? Eh bien, j'aimerais vous proposer que non. Ça dépend du contexte. Alors, bien sûr, on entend aussi cette réponse, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça nous énerve un petit peu. Moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin en se demandant, ça dépend de quoi? Quels sont les facteurs que je peux essayer de regarder pour glaner un peu une information sur dans quel contexte je suis, et donc quelles sont les approches, les méthodes, les outils, etc., qui sont pertinents à ce contexte précis. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous essayer de répondre à 3 questions avec une question bonus. C'est comment est-ce que je fais sens du contexte de mon produit ou de mon idée, si je vois l'idée que j'aimerais pousser, l'innovation que j'aimerais pousser comme étant un nouveau produit sur le marché. Comment est-ce que je fais ensuite pour adapter l'approche que j'ai au contexte dans lequel j'évolue? Je vais aborder rapidement une question de comment est-ce que je passe à l'échelle et quelles sont les pistes de réflexion pour cultiver la résilience d'une entreprise ou d'une équipe ou d'un produit. Et puis le petit bonus, je vous donnerai quelques astuces sur comment convaincre les gens. Moi, je viens. Imaginez que vous êtes dans une situation complètement hypothétique qui vous est jamais arrivée. Vous allez à une conférence sur une nouvelle techno, c'est génial. Vous dites demain, il faut que j'applique ça à mon projet. Mais comment je fais pour convaincre mon manager et les autres personnes, les autres parties prenantes de mon projet? Ils n'arrivent pas à écouter la raison, ils n'arrivent pas à me laisser la main pour pouvoir évoluer vers le truc vers lequel je suis absolument pas archi persuadé qu'il faut que j'évolue, il faut qu'on évolue. Comment je fais? Bon, je vais vous donner quelques pistes de réflexion là-dessus. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour faire sens de son contexte? Eh bien, c'est là où Knevin et ses outils vont intervenir. Alors, Knevin, c'est un mot gallois. Ça se prononce à peu près comme ça, Knevin. C'est un peu comme Kevin, le prénom Kevin, mais avec un ne juste après le K. C'est un mot gallois qui veut dire le lieu de ses appartenances multiples. Knevin, c'est un cadre conceptuel de sense-making qui a été conçu et développé par Dave Snowden, un gallois. Il l'a créé il y a plus de 20 ans, mais il l'a affiné au cours de ces dernières années en fonction des découvertes, des erreurs
et des choses qu'il a vues. Donc, ce n'est pas un truc figé dans le temps. Il s'est appuyé aussi sur pas mal de domaines scientifiques comme les neurosciences et l'anthropologie, un petit peu de métaphore physique aussi, issue de la physique. Et récemment, il a construit un nouveau truc qui s'appuie sur la théorie des constructeurs, qui est un nouveau truc prometteur dans la physique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le sense-making? Le sense-making, c'est comment faire sens de mon contexte afin de pouvoir agir dedans. Et pour ça, Knevin distingue, dans sa forme la plus simplifiée, distingue 4 contextes différents. Il y a les contextes ordonnés, que l'on connaît plutôt bien, où en fait, il y a une causalité qui est prédictible. Par exemple, si j'appuie sur l'interrupteur à côté de moi, hop, la lumière s'éteint. Si je rappuie, la lumière s'allume. Si jamais j'appuie et que la lumière ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème entre l'interrupteur et l'ampoule. Il faut peut-être que je change l'ampoule. Enfin, il y a plein de choses que je pourrais aller analyser, réparer, démonter et refaire fonctionner si jamais. Ensuite, on a des contextes chaotiques. Les contextes chaotiques, il n'y a pas vraiment de lien entre les choses. Les choses ont l'air complètement aléatoires, semblent évoluer de façon complètement aléatoire. C'est le domaine des urgences, des catastrophes. Par exemple, si on pense au début de la crise Covid, c'est ce moment de flottement, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'avait pas pu prévoir ce genre de cas de figure. Et puis, entre les deux, il y a la complexité. Dans la complexité, il y a de l'incertitude, et c'est lié au fait que tout est lié. Tout est tellement entrelacé, enchevêtré les uns avec les autres, si bien que je n'ai pas de prédictibilité. Si j'agis, j'aurai forcément des conséquences, des effets secondaires qui sont imprévisibles. Alors parfois, ce qui sont là, c'est que quand on regarde le passé d'un contexte complexe, d'un système complexe, on a l'impression qu'on tient une explication, qu'on se dit, mais oui, bien sûr que le crack financier de 2007-2008, bien sûr, c'est pour ça que c'est arrivé. Sauf que cette analyse-là, on n'était pas capable de la faire en amont. Il n'y a que quelques personnes qui ont vu le coup venir, et on n'était pas capable de le prédire de façon aussi précise que si j'appuie sur un interrupteur, j'ai la lampe qui s'allume. Il y a une grosse part d'incertitude dans ce genre de système. Et puis un petit truc, un dernier contexte qui entre tout ça, c'est la confusion. C'est le contexte de la confusion. C'est quand on ne sait pas à quel contexte on a affaire. C'est généralement là où on commence. Alors, il y a une petite histoire qu'on peut raconter pour se donner une idée de comment est-ce que je peux utiliser ça dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est une histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà organisé une fête d'anniversaire pour des enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être des enfants déjà? Et est-ce que vous avez déjà organisé une fête d'anniversaire pour vos enfants? Des petites réactions? Oui, non. Non, ça parle à personne? Si, voilà, ok. Oui, un peu. Ok. Oui. Est-ce que les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas... au moins 10, super. Les gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas organisé une fête d'anniversaire pour enfants, est-ce que vous arrivez à peu près à vous faire une idée de la chose? Je ne vous parle pas de charabia, quoi. Ok, oui. Donc, on imagine, on va organiser cette fête d'anniversaire pour des enfants. Ok, ben, la première chose, c'est qu'il faut faire sens de son contexte. Et ensuite, le contexte dans lequel on va choisir, en fait, l'estimation du contexte dans lequel on est va éclairer la méthodologie qu'on va appliquer derrière. Et si on se trompe d'analyse, de contexte, de sense-making, eh bien, ça peut avoir des conséquences que vous allez voir. Donc, on peut commencer par se dire, au fond, les enfants, c'est chaotique, hein. Les enfants, ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, on suppose qu'on est dans un contexte chaotique. Ça veut dire qu'on n'a pas d'influence sur le comportement des enfants. Ils vont faire un peu tout et n'importe quoi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on n'a plus qu'à acheter la drogue et l'alcool. On va les laisser faire ce qu'ils veulent. Peut-être que votre maison va brûler, toutes vos possessions vont être cassées, mais c'est pas grave. De toute façon, la possession, c'est le vol. Et votre maison était une construction sociale, donc de quoi vous vous plaignez? Alors, c'est une méthode que très peu de personnes vont appliquer. Les rares personnes qui l'ont fait ne veulent pas réappliquer ça parce que ça coûterait, le coût de réparation est trop cher. On peut supposer qu'on est plutôt dans un contexte ordonné. Le comportement des enfants est prédictible. Si je fais X, il va se passer Y à chaque fois. Dans ce cas, on va appliquer une méthode qui vous est particulièrement familière, je pense.
en amont de la fête, on va définir des objectifs, un purpose, une vision de ce que doit être la fête, des outcomes que la fête doit dégager. On va établir des jalons d'avancement dans la fête et puis aussi associer à chaque jalon des KPI pour vérifier, mesurer l'atteinte des objectifs. Quand les enfants vont arriver, on va les faire s'asseoir bien en rang parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils commencent à s'amuser tant que leur amusement n'est pas aligné avec les valeurs choisies pour la fête. On va leur faire une petite présentation PowerPoint pour leur expliquer la vision, pour démontrer notre investissement dans la réussite de la fête, pour ensuite leur expliquer les jalons et les KPI, et surtout, très important, leur dire que vous êtes accordé avec les parents de chacun des enfants à la fête pour que leur argent de poche de la semaine suivante soit indexé sur l'atteinte des KPI. À la fin, on fait bien sûr un rôti pour être sûr et pour dégager potentiellement des enseignements, mettre à jour sa base de données de meilleures pratiques. Si pour la moindre raison, je sais pas, hein, par hasard, les enfants sont mécontents, on fait venir des experts comme Yoga du Rire, de l'enquête appréciative, pour leur faire des petites comptines avec des marionnettes, pour leur mettre un grand sourire, pour qu'ils repartent avec des modèles mentaux de contentement. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de choses, si vous avez déjà rencontré ce genre de méthode dans la vraie vie. Alors, l'approche complexe, bizarrement, est beaucoup plus simple. On commence par, quand les enfants rentrent, on leur regarde droit dans les yeux, on trace une ligne au sol et on dit, si tu traverses ça, ça va barder mon petit con. On impose une limite. Ensuite, on introduit tour à tour des activités, un ballon de foot, un jeu de vidéo, un jeu de société, du maquillage, des Legos, etc., etc., pour voir quelle activité va faire émerger un pattern de comportement bénéfique au groupe. Si ça marche bien, on lui donne plus d'énergie. Si ça dérape, on l'enlève et on change. Donc, en complexité, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même approche que si on avait quelque chose d'ordonné ou chaotique. Alors, le but, ce n'est pas de dire qu'il y a un domaine qui est forcément meilleur que l'autre. En fait, toutes ces choses-là existent et il faut être prêt à évoluer en fonction du contexte qu'on a. Et j'aime bien cette explication de Knevin que j'ai vue récemment sur LinkedIn, où quelqu'un disait, en fait, c'est juste un petit outil rapide de vérification pour challenger l'approche qu'on va avoir. Pour se dire, OK, moi, intuitivement, j'aimerais faire ça. Bon, qu'est-ce que Knevin en dit? Est-ce que je suis bien? Est-ce que mon approche suppose que je suis dans un contexte ordonné? Est-ce que je suis vraiment dans un contexte ordonné? Si oui, eh ben on y va. Très bien. Sinon, on essaie de se rechallenger peut-être son approche pour le modifier. Ça peut être un petit outil très rapide de vérification de cohérence de l'approche qu'on aimerait adopter. Alors, dans les formes un petit peu plus élaborées de Knevin, on peut subdiviser l'ordre en deux. Il y a le contexte clair et compliqué qui forme le contexte global de l'ordre. Dans les deux, donc, il y a une prédictivité. Par contre, dans le clair, la prédictivité, le lien de prédiction est évident pour tout le monde. C'est comme la lumière, où je suis de quel côté de la route il faut que je conduise, à droite en France, à gauche en Angleterre, par exemple. Alors que dans les contextes compliqués, cette prédiction n'est connue que des experts. Donc, par exemple, si j'ai un problème avec ma voiture, moi, je ne vais pas réparer. Moi, je ne suis pas expert du moteur de ma voiture. Je vais voir l'expert qui va pouvoir me conseiller et me faire la réparation. On peut encore rajouter d'autres subdivisions avec cette frontière, ce qu'on appelle des zones liminales, où en fait, on montre qu'il y a des changements de phase qui nécessitent de l'énergie. Quand on veut passer quelque chose d'un contexte vers un autre type de contexte, eh bien, il y a un petit peu d'effort à faire parfois. Et il y a des méthodes qui sont particulièrement pertinentes dans ces zones liminales. Par exemple, Scrum, c'est un outil très, très puissant, une méthodologie très puissante pour passer quelque chose qui est à la limite complexe, mais pas complètement complexe, très peu complexe, un petit peu d'incertitude, mais pas complètement. Donc, de passer de cet état-là vers du compliqué. Et pourquoi on voudrait faire ça? C'est parce que quand on est encore un petit peu dans l'incertitude, on est obligé de piloter à vue, on est obligé de faire sur mesure, on est obligé d'être en réaction. Alors que quand on passe la chose dans le compliqué, on a établi un produit,
on a un marché, on peut fabriquer ça en masse, et donc on peut aller beaucoup plus vite et dégager beaucoup plus de ventes et de marge. Dans le compliqué, on a les méthodes Lean et Kanban, Lean en général, Kanban en particulier, le Kaizen aussi, qui sont très intéressants. Dans le clair, on a le cycle en V. Et oui, c'est pas un gros mot, le cycle en V. Et on a aussi le cycle Sigma. Donc, à chaque contexte, différentes méthodes qui peuvent être appropriées. Et après, parfois, le choix de chaque méthode spécifique, ça peut être en fonction aussi des souhaits des personnes, des compétences, des appétences des personnes qu'on a sous la main. Alors, moi, dans le contexte du produit, je vais utiliser une autre vision de Knevin, qui est la suivante, qui s'appuie sur le cycle de vie d'un produit. Les premières formulations de ça a été en 62 par Everett Rogers dans un livre qui s'appelle Diffusion of Innovation. Et dans ce truc-là, il a exhibé le fait qu'il y avait à peu près quatre types d'adoptants d'un produit. Il y a d'abord des primo-adoptants, ensuite la majorité précoce, la majorité tardive et puis la garde. Et plus tard, en 91, il y a Geoffrey Moore qui a travaillé un petit peu plus là-dessus pour exhiber qu'il y avait des sortes de personas, des typologies, des personnalités ou des besoins particuliers attachés à chacun de ces segments. Donc, généralement, ce n'est pas une certitude absolue, mais généralement, les primo-adoptants, les premières personnes qui sont friands de votre produit, ils sont motivés par le comment. Ils s'en foutent de savoir ce que ça marche, même ils préfèrent que ça ne marche pas. Eux, ils veulent savoir, ils adorent la technologie que vous avez mise en œuvre et ils adorent soulever le capot de votre truc, de le démonter, de le remonter et même d'améliorer votre produit. Ça leur donne de la valeur, quoi. Ça leur donne du plaisir. En revanche, la population suivante, la majorité précoce, eux, ils se foutent royalement de comment ça marche. Eux, ils sont motivés par le pourquoi. Qu'est-ce que ça me fait gagner? Qu'est-ce que ça me résout comme problème, moi? Ensuite, avec la majorité tardive, ils sont motivés ni par le comment ni par le pourquoi, mais par les autres. Qui d'autre l'utilise? Ah, il y a Microsoft, il y a Google, il y a Apple qui l'utilise. OK, moi, je dois l'utiliser. Il y a Gartner qui a mis ça sur leur site de Hype. Ah, il faut que je le fasse. Il y a McKinsey qui le préconise. Ah, il faut que je le fasse. Ils réfléchissent pas trop comment ça marche ou pourquoi, qu'est-ce que ça peut leur faire. Et puis la garde, ils sont pas motivés du tout. Ils adoptent sous la contrainte. Alors, ces paliers-là, il ne faut pas se dire que chaque personne est uniquement toujours dans un seul panier. Il ne faut pas essayer non plus de mettre des gens dans des cases. Ce sont des tendances et c'est une réflexion pour savoir comment faire adopter son produit plus facilement et quels sont les challenges qui nous attendent au tournant. Et notamment, il y a un premier challenge qui est quand le truc passe de primo-adoptant à la majorité précoce, il y a ce que Geoffrey Moore qualifie d'un gouffre, un chasm, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de 180 degrés entre ce que recherche la première population et la deuxième. Il y en a qui sont friands du comment, mais pas du pourquoi, et les autres, c'est l'inverse. Et donc, il y a beaucoup de produits qui tombent dans le gouffre, qui n'arrivent pas à traverser le gouffre, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce saut, ce changement de marketing. Dave Snowden, qui est le créateur de Knevin, lui, il a repris ça, il a un petit peu éclairé avec Knevin, et il a exhibé qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule courbe de diffusion en jeu. En fait, il y en a plusieurs en même temps, et les différentes courbes d'adoption s'influencent les unes les autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là-dedans, il y a un article, et l'article de référence qui sera en lien, puis il y a aussi différents articles de blog qui vont plus loin sur le sujet. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'en fait, un produit, le nouveau produit, parfois, il a du mal à décoller. Si on voit la phase 2, là, le nouveau produit a du mal à décoller parce qu'en fait, le produit ancien tient encore en place. Des fois, c'est impossible en fait d'introduire du nouveau quand il y a déjà un truc nouveau. Il faut parfois patienter, il faut attendre. Et ça, par rapport à la question bonus, comment convaincre, eh ben, il faut être prêt à abandonner son idée ou tarder un petit peu, peut-être planter une graine et attendre que cette graine ait le temps de pousser. Parfois, juste, le système n'est pas prêt à changer. Et ce n'est pas la faute du système. Ce n'est pas la faute des personnes non plus. Il faut arrêter de stigmatiser les gens parce qu'il y a de l'inertie.
Alors, des exemples de courbes flexueuses qui se succèdent, c'est des vagues successives, en fait, finalement, d'innovation. On peut penser à IBM, qui était le leader sur le marché du matériel informatique, qui ne voit pas que le soft devient le nouveau truc et qui se fait supplanter par Microsoft. Un peu plus tard, Microsoft ne voit pas que c'est ni le hardware ni le software qui est le vent en poupe, c'est plutôt ce que fait Apple sur le design d'objets du quotidien qui sont simplifiés, qui sont faits vraiment avec un très beau design, très fonctionnel. Et puis, peut-être que certains dans le produit connaissent ce qui s'est passé à Kodak. Kodak qui était très investi dans leur business model était tourné autour des consommables, donc les appareils photo avec pellicule. Et ils ont même inventé, c'est un des inventeurs chez eux qui a inventé le premier appareil photo numérique, mais qui n'ont jamais réussi à vraiment commercialiser. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se défaire de ce modèle de consommable vers un modèle différent qui serait tourné autour de la nouvelle technologie. Et donc, ils ont quasi disparu à cause de ça, à cause de cette erreur de stratégie. Donc, voilà un petit peu différentes clés sur comment les différents contextes qu'il peut y avoir et une intuition sur comment discerner dans quel contexte on est. Maintenant, comment est-ce qu'on adapte son approche? Alors, dans le produit, donc on peut estimer qu'il y a ces 4 phases. Et ben, on va essayer de voir dans chacune de ces phases quelles sont les choses qui peuvent être appropriées. Alors, comment est-ce qu'on fait pour initier une innovation? Eh ben, j'ai quelques mauvaises nouvelles. Il y a plein de trucs qu'on essaie d'appliquer pour initier une innovation et qui ne fonctionnent pas. Alors, je ne dis pas que ces méthodes-là, celles que je vais lister, si vous adorez cette méthode et que ça marche pour vous, va continuer. Hein. Je ne suis pas là pour dire changer tout du jour au lendemain juste parce que je vous ai dit. Et tester, renseignez-vous, changez que si vous avez vraiment un problème. Par contre, et ce que je suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire que ces méthodes ne marchent jamais. Je suis pas dans un débat manichéen de il faut tout le temps faire ça et jamais faire ça. Non, c'est dans un contexte d'innovation pure, certaines méthodes ne fonctionnent pas. Et dans un contexte où on a déjà une innovation, qu'on aimerait concrétiser, passer l'échelle, et bien là, il y a d'autres choses qui fonctionnent. Et c'est des choses avec lesquelles vous êtes sûrement habitués. Donc, le Scrum et le principe de MVP, ça ne fonctionne pas pour lancer une innovation. Alors, on peut avoir un coup de bol, bien sûr, mais en fait, en général, ça ferme l'innovation. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi après cette liste. Le Lean Startup, ça ne marche pas non plus pour innover. Le Design Thinking, c'est assez étouffant, enfin, ça étouffe généralement l'innovation pure. Les Design Sprints, un peu pareil. Être piloté par une vision, se décider d'une vision et être vraiment essayer de tout aligner sur cette vision-là dès le départ, ça aussi, ça étouffe l'innovation. Le Start with Why, c'est assez incohérent si on veut innover, c'est un peu pareil. Alors, peut-être qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui ont découvert ce truc-là, le Discovery Discipline? Si vous pouvez faire une petite réaction. Discovery Discipline, je crois qu'ils ont fait un webinaire où ils ont fait des trucs chez vous à Malte. Chez Malte. Ouais, voilà, il n'y a pas de. Ouais. Donc pareil. Laurent, peut-être? Je ne connais pas. Ok. Bref, c'est un livre intéressant à lire. Le truc, c'est que c'est pas génial pour l'innovation pure. Je te dirais de manière générale, c'est un truc qui est vraiment trop lourd en fait. Ils essaient de dire que c'est plus performant, mais pour moi, c'est un process qui est assez alourdi, quoi. Bref. Alors, pourquoi ces choses-là sont pas utiles dans l'innovation? Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans ce livre qui est The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen. Mais voilà, moi, je vous donne 3 pistes de réflexion par rapport à ça. Pour initier une innovation, il nous faut déjà faire quelque chose, explorer plusieurs pistes en même temps. Et il faut explorer de façon safe to fail. Donc, il y a le deuxième principe de Tuwalczynski qui dit, lorsque vous faites quelque chose de nouveau, faites-le à une échelle à laquelle l'échec est surmontable. Donc, on n'essaye pas de tout risquer sur une seule idée. Émile-Auguste Chartrier qui avait dit un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait les nazis qui ressurgissaient, il disait « Rien n'est plus dangereux qu'une idée lorsqu'on n'a qu'une idée ». Et là, je vais répondre à cette question bonus aussi. Comment je fais pour convaincre? Eh bien, le problème, c'est si je veux convaincre, si j'ai une idée fixe, une seule idée, ben, je vais avoir du mal à convaincre. Alors que moi, généralement, quand je suis en consulting, j'arrive avec plusieurs choses.
Si la première ne marche pas, hop, je passe à la deuxième. Si la deuxième, ça ne leur botte pas, bah, je passe à la troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, je ne connais pas vraiment leur contexte. Donc, je ne suis pas à même de décider pour eux. Surtout dans un contexte d'incertitude, je ne peux pas me poser comme expert. Parce que les experts, c'est dans le domaine compliqué que c'est utile, et pas dans le domaine complexe. Moi, je peux venir avec un vécu, avec un passé, avec des idées, avec des principes généraux, et ensuite, je laisse les autres jouer avec ces idées-là, et on explore. Et puis enfin, si on veut vraiment innover, il faut constater que la plupart des innovations, enfin, il y a tout un paquet d'innovations qui arrivent par hasard, par heureux hasard. Le post-it, ouais, c'est Émile Auguste Chartré, il est plus connu sous le nom de Alain, le nom de plume d'Alain. Souvent, c'est par sérendipité, c'est par heureux hasard qu'on invente les choses. Le post-it en est un exemple, le micro-ondes aussi, on connaît peut-être l'histoire de la pénicilline. Il y a tout toute une page Wikipédia qui est dédiée à une liste de toutes les inventions qui ont été créées par hasard. Et ben, un des concepts de l'innovation et du design, c'est comment est-ce que je peux le voir comme étant une provocation du hasard. Comment est-ce que je fais pour provoquer le hasard pour que, à un moment, plus je lance le dé, plus j'ai de chances de faire des 6, quoi. Alors, voici des choses qui sont des meilleures pistes, des choses qui sont plus cohérentes quand on veut lancer une innovation. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas des étapes à suivre, il faut voir avec ce qui vous botte. Donc, explorer des choses en parallèle, le prototypage, avoir des conversations avec des clients potentiels, des prospects, faire de l'exaptation. L'exaptation, c'est réutiliser quelque chose d'existant pour un nouvel usage. IBM, ils avaient déjà les cartes perforées qui programmaient les machines à coudre industrielles. Et ben, ils ont réutilisé la technologie de cartes perforées pour programmer les premiers ordinateurs. Ils ont exapté cette technologie-là. Le micro-ondes, ils ont exapté le magnétron qui était présent dans un radar. Un ingénieur, il a vu que quand le magnétron du radar était allumé, il y a une barre de chocolat qui fondait dans sa poche. Et donc, il s'est dit, des années plus tard, et si on faisait exprès pour essayer de réchauffer des aliments? Bien sûr, on met une petite boîte métallique autour pour que ça soit plus sécurisé. Et puis, il y a les principes de l'effectuation de Sarasvati qui peuvent être intéressants. Donc ça, je vous donne vite fait des références. Allez creuser ces trucs-là pour en savoir plus. Et c'est plein de pistes, et il y en a plein d'autres, je pense, vous pourrez aussi suggérer, qui sont adaptés à l'innovation. Maintenant, on tient le bon filon, on a un marché qui veut notre produit. Maintenant, comment on fait pour passer à l'échelle? Et bien là, c'est toute la panoplie comme Scrum, le Extreme Programming issu des méthodologies agiles. On a aussi l'émergence de ShapeUp, qui a été promulgué par 37 Signal, qui sont derrière Basecamp et Hey, qui sont vraiment intéressants. Et donc ça nous permet, comme je disais, de passer du très peu complexe vers le compliqué, d'avoir un produit qui est plus facilement passe à l'échelle. Ensuite, une fois qu'on a un truc qui passe à l'échelle, là, on arrive à un stade où on va plutôt chercher à optimiser. On a de moins en moins de nouvelles fonctionnalités, on essaie de réduire les pannes, réduire les erreurs et d'augmenter les marges. Donc le Lean, le Kanban et d'autres trucs dans cette lignée-là sont très intéressantes. Et puis à un moment, inexorablement, notre vague d'innovation va arriver à sa fin. Là, pour les dernières étapes, le Six Sigma, le cycle en V, c'est très intéressant, mais il faut être prêt à lancer la vague suivante et pas être comme Kodak et être complètement perdu parce qu'on n'arrive pas à aller sur la vague suivante. Donc, il faut commencer à surveiller à ce moment-là les signaux faibles et revenir au début, avoir une équipe qui continue avec la MCO du produit et une autre équipe potentiellement qui est là pour innover, pour lancer la prochaine vague. Donc, différentes phases, globalement, différentes approches. Et on essaie de faire sens de son contexte pour essayer d'appliquer la méthode appropriée. Maintenant, très rapidement, sur le passage à l'échelle et le développement de la résilience. Je vais vous donner très rapidement quelques outils que vous pourrez regarder là-dessus. Quand on veut passer à l'échelle, l'idée, c'est qu'en fait, un produit, ce n'est pas qu'un seul composant, un seul service. Ça va être plein de vagues d'innovation successives qui vont se construire les unes par-dessus les autres. Et pour essayer de faire sens de ça, moi, je vous propose d'aller regarder la cartographie de Wardley. C'est une cartographie qui va... Vous voyez en bas, vous avez les 4 phases, en fait, que je vous ai énoncées ici. Donc, vous cartographiez vos composants selon le contexte que vous discernez.
L'axe vertical, c'est la visibilité vis-à-vis de l'utilisateur. Vous avez des liens pour dire tel composant dépend de tel autre composant. Et l'idée derrière, c'est de se dire, en fait, j'ai plein d'équipes qui travaillent des méthodologies différentes, qui vont travailler sur des parties différentes de mon produit. Donc, vous avez des équipes qui ont plutôt, là en violet, qui sont plutôt sur du cycle en V, Six Sigma. Vous avez le bleu foncé, où c'est plutôt du Lean Kanban. Vous avez du bleu clair, c'est plutôt de l'agilité. Et en amont, vous avez tous les trucs que je vous ai listés pour essayer de lancer l'innovation. Ça se marie très bien avec un truc, peut-être vous en avez entendu parler, qui est Team Topology, qui est là pour essayer d'optimiser le flux de production dans les équipes. Et donc, il y a des gens qui allient déjà les deux diagrammes pour qu'on puisse faire une cartographie des composants et ensuite, par-dessus, une cartographie des équipes qui interviennent sur ces composants-là. Et ensuite, essayer de se dire quel est le truc qui est le plus efficace par rapport au contexte qu'on a présent. Et aussi, de faire évoluer, que ce ne soit pas statique, que ça évolue avec l'évolution du produit et avec les vagues successives d'innovation. Alors, pour conclure, donc, une première conclusion, c'est par rapport à ces questions du contexte du produit et du product management, l'idée, c'est de voir son produit comme étant toute une tapisserie de courbes flexueuses produites par un écosystème d'équipes cohérentes. L'idée, c'est pas de rechercher un alignement parfait, avoir tout le monde qui joue avec la même méthode, avec les mêmes choses, parce que chaque équipe aura son contexte particulier, son composant particulier. Chacun va être à une stade différente de la courbe flexueuse, de la courbe d'adoption de leurs composants. Et l'idée, c'est de voir qu'un produit cohérent et pérenne, qui va être résilient dans le temps, c'est une tapisserie qui va essayer de composer avec tous ces éléments-là et que ça va évoluer au cours du temps. Pour la question bonus, comment je fais pour convaincre? L'idée, c'est de ne pas être là de façon dogmatique à dire « moi, j'ai la seule voie ». Maintenant, parce que vous n'êtes pas toujours au courant de tous les paramètres du contexte. Et les autres en face, ils ont sûrement des très bonnes raisons de ne pas adopter ce que vous voulez leur faire adopter, ou en tout cas pas maintenant. L'idée, c'est peut-être de voir ce que vous voulez apporter comme étant un produit et comment est-ce que vous pourrez appliquer la démarche produit pour essayer de trouver quelle est l'innovation qui va coller avec le contexte que vous avez en face. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre à d'autres questions et aussi à être challengé si vous trouvez que je n'ai pas tout à fait raison sur un truc ou l'autre. Ouais, du coup, merci beaucoup, William, pour ton temps. J'attends en fait les questions. Et je pense qu'il n'y a pas encore des questions dans l'onglet questions, mais dans le chat, peut-être si vous voulez laisser des petits commentaires, des questions, si sur la conclusion, si on peut aussi aller sur une autre slide de la présentation de William. Ouais, Laurence dit bravo. Pour convaincre son manager. Ah oui, alors je vais aller un peu plus loin. Justement, je vais prendre un petit peu de temps. Il y a un truc, donc de manière générale, pour convaincre les gens, voilà, il ne faut pas arriver avec un truc dogmatique, avec une seule idée, il faut arriver avec plusieurs idées différentes. Il faut essayer de parler plus. Si vous regardez dans le livre The Mom Test, il vous dit voilà comment avoir des meilleures conversations avec les clients potentiels. Arrêtez de parler de votre idée, posez des questions sur le quotidien de l'autre en face plutôt. Et essayez de d'éprouver votre solution par rapport aux réponses que les gens vont avoir. Mais pas en disant « Ouais, j'ai ce truc-là, est-ce que tu le prendrais ?» Non, c'est plutôt « Est-ce que tu as ce problème-là et comment tu fais pour le résoudre aujourd'hui ?» Ah oui, ça m'embête effectivement, mais j'ai une solution de contournement. Ah d'accord, bon, ça veut dire que ta solution ne va pas être très pertinente parce qu'en fait, ce n'est pas si problématique que ça. Ou alors, la personne peut dire « Ah oui, j'ai un truc, mais bon, c'est fou, ça me prend un temps fou, c'est pas génial. » C'est là où on peut se dire « Ah, il y a peut-être un marché, une ouverture pour un truc qui résout ça mieux. » Et puis, le prototypage, je trouve que c'est une arme vraiment très intéressante pour le consultant, pour le petit équipier qui se dit « J'ai aucun pouvoir d'influence sur les autres, sur mon manager notamment. » Le prototypage qui est prôné par Alberto Savoia, c'est une démarche, c'est avant le prototypage, c'est comment je fais avec quasi zéro budget pour me convaincre que mon produit pourrait avoir du succès si jamais je le construisais bien. Et donc, il reprend quelques exemples qui sont aussi cités dans Lean Startup.
du style un commerçant américain qui, juste après la sortie d'Amazon, qui vendait des livres en ligne, la personne s'est demandé est-ce que les gens achèteraient des chaussures en ligne? Et ben, avant de construire tout le business autour de ça, il a fait un prototype. Il est allé dans des magasins de chaussures, il a pris des photos des chaussures qu'il voyait, il ne les achetait pas. Il a fait une petite site vitrine où les gens pouvaient passer des commandes, des chaussures dont il avait pris en photo. Il a attendu qu'il y ait des commandes qui arrivent. Et dès qu'il y a une commande qui arrivait, il allait voir le magasin, il achetait la chaussure, il l'emballait, il l'envoyait par correspondance à la personne. Alors bien sûr, au début, il a perdu de l'argent, mais au moins, ça lui a permis de se convaincre que les gens achèteraient bien des chaussures en ligne. Et donc, ça peut motiver l'investissement, plus d'investissement sur tout l'outillage, tout un vrai site e-commerce, un vrai fonds de commerce avec des chaussures qui ont été achetées à partir de fournisseurs. Donc, je me dis, si on veut convaincre son manager, eh ben, des fois, il faut y aller un petit peu comme ça aussi. Comment est-ce que je fais pour convaincre mon manager? Ben, je vais aller chercher sur le terrain avec zéro budget des données factuelles qui vont permettre de lui convaincre que les gens adopteraient la solution qu'on aimerait prôner et que ça mènerait à des résultats bénéfiques. Voilà, un petit élément de réponse. C'est pas un truc, c'est pas une balle en argent, hein. C'est pas une solution miracle, mais c'est une piste de réflexion que je pense est assez pertinente. Très bien. Du coup, il y a aussi une question de Sam. Parle-t-on de ROI pour lancer une innovation? Ah, bah voilà, c'est justement. Alors, je pense qu'il ne faut pas parler des ROI de la même manière qu'on parle aujourd'hui. Et je pense que cette notion de prototypage répond un petit peu à cette question-là. C'est progressivement, avec peu de budget au début, mais un petit peu de plus en plus de budget, le principe du prototypage, c'est que je vais lancer des petites expérimentations sur le marché pour voir si avant de construire le truc, si les gens achèteraient. Ce qui me donne une partie du ROI parce que je sais un petit peu, est-ce que j'arrive à sonder un peu l'ampleur du marché des acheteurs potentiels. Ensuite, l'autre partie de l'équation du ROI, ça va être le coût de construction de ça. Donc, bien sûr, un prototype. Alors, il y a Theranos, auquel je pense, l'entreprise avec Elizabeth Holmes, qui avait essayé d'innover sur la prise de sang. Elle préconisait qu'avec une machine très petite, elle pouvait faire toutes les analyses sanguines à partir de quelques gouttes de sang seulement. Et ben, ça n'a pas marché parce qu'en fait, derrière, c'est pas possible. D'un point de vue scientifique, enfin physique, ce n'est pas possible de faire ça. Et malheureusement, elle y croyait un peu trop. Mais voilà, elle avait un très bon prototype au début. Les gens, oui, ils aimeraient bien ne pas avoir une prise de sang énorme, surtout les personnes qui ont des pathologies qui nécessitent des prises de sang régulières. Donc voilà, le prototype est validé à 100%. Et après, l'autre partie du ROI, c'est est-ce qu'on sait le construire et à quel coût? Ça, c'est une autre question. FX Bravo, est-ce que la découverte de Knevin a été une vraie révélation pour toi? Alors, j'aimerais éviter. Alors, oui et non. Je dirais oui, c'était une révélation parce que ça m'a mis un petit peu sur des pistes de réflexion où, en fait, j'essaye vraiment d'appliquer un peu plus des résultats scientifiques à la démarche. C'est-à-dire qu'on a plein d'intuitions qui sont parfois mauvaises et qui s'avèrent fausses, qui s'avèrent impossibles, en fait, en vrai. Et c'est un petit peu un problème. Des fois, on aimerait bien que le monde soit beau et vrai et tout ça, mais on ne vit pas dans ce monde-là. Donc, je trouve que Knevin, ça m'a aidé un petit peu à me dire, bon, OK, on revient un petit peu sur Terre. Qu'est-ce qui est vraiment possible? Après, est-ce que c'est une révélation? Je ne veux pas créer un culte une secte quoi, autour de ça. C'est un outil dont je me sers de temps en temps pour me dire, est-ce que j'utilise bien l'approche appropriée? Et puis aussi, arrêter de bâcher des approches et dire, en fait, se poser la question, OK, ça, c'est pas bon pour tous les contextes. Dans quel contexte c'est bon? Et de me faire une idée de, OK, quand je suis dans tel contexte, j'ai ce truc-là que je peux mettre dans ma besace. Très bien, cool. En fait, Sam dit merci. Peut-être aussi si vous voulez laisser un petit commentaire, qu'est-ce que vous allez faire maintenant après avoir eu toutes ces informations? Est-ce que ça peut vous aider dans, je sais pas, dans votre quotidien? Si vous voulez partager ça, c'est cool. Sinon, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense pour l'instant, tu as répondu à tout. Du coup,
Et du coup, comment est-ce que tout le monde pourrait, s'il y a des questions, sinon après, te contacter, William? Tu avais Ouais, déjà par partagé LinkedIn, il y a plein de déjà des choses. gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn, là, c'est cool. Ah, super. C'est bien parce que Parfait. et ça peut être aussi à l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez des références auxquelles je l'ai pas communiqué là, moi je suis preneur aussi des choses que vous rencontrez et que vous pensez être pertinent dans cette réflexion de plein d'outils, mais dans Oui. quel contexte? Donc n'hésitez pas. Donc sur LinkedIn, sur Twitter, je suis archi disponible. Et si jamais vous voulez faire une petite visio en tête-à-tête ou en équipe, je suis preneur aussi. Un petit café virtuel où on discute, on essaie de décortiquer, d'y aller un peu plus en profondeur. Voilà. Très sympa, Nico. Il y a aussi deux autres questions maintenant Ouais. qui sont venues. Du coup, Monsif a demandé quel avenir et perspective du product management par rapport à l'émergence de l'IA. Alors, je vais me permettre de répondre que partiellement à ce genre de questions parce que je vais pas me prétendre être expert en IA. Je pense qu'il y a beaucoup de buzz autour de ça et que, alors si je prends ce qui est un peu rigolo avec l'IA, c'est la temporalité en fait de ça par rapport au cycle de vie de produit. J'ai l'impression, mon analyse un petit peu, c'est que l'IA est tombée dans le gouffre plein de fois. L'IA, on en parle depuis les années 80. Et on en reparle avec ChatGPT aujourd'hui. Et effectivement, moi j'ai discuté avec des product managers, il y a des applications très intéressantes avec des choses comme ChatGPT ou les générateurs d'images qui sont très pertinentes. Par contre, on est sur un gros hype, en fait, je pense. Et on a beaucoup de personnes qui sont très motivées par le comment, par ce qui est sous le capot. Moi, je pense qu'on n'a pas traversé le gouffre encore. Je pense que on attend encore les réponses de qu'est-ce que ça peut me faire vraiment concrètement. Il y a quelques utilisations prometteuses où il y a une majorité précoce qui se dégage, à mon avis, mais on n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est mon analyse avec cet outil-là. Après, je peux largement me tromper parce que je ne suis pas expert dans ce domaine. Ah, si, un dernier truc, attention à l'éthique dans l'IA. Je pense que c'est une question qui est sous-estimée aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui ont très peu de connaissances éthiques de ce que c'est l'éthique et comment l'exercer. Et je pense qu'on a des gros biais dans les modèles IA qui sont générés aujourd'hui à cause de ça. Donc renseignez-vous sur les problématiques éthiques, allez un petit peu au-delà du problème du chariot. Si je laisse le chariot le trolley, si je laisse le chariot aller, il va tuer 5 personnes. Si je le fais changer de voie, il va tuer qu'une seule personne. Qu'est-ce que je choisis? Ben, ça, c'est pas de l'éthique, ça. C'est un problème qu'on ne rencontre pas dans la vraie vie. Il y a beaucoup de choses qui sont dites très bien développées sur l'éthique et on a besoin pour avoir une IA qui soit vraiment pertinente et inclusive. Sur le Web3, le NFT, alors Ouais, voilà. j'ai Encore une autre question. Alors pareil, alors là pour le coup, pour moi le Web3 c'est du primo-adoptant à fond. Il y a beaucoup de choses qui tombent dans le gouffre aujourd'hui. On voit FTX, on voit des choses sur Decentraland, sur le métaverse qui sont vraiment pas prometteurs en ce moment. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été malheureusement claqués là-dedans et qui n'ont pas obtenu pour moi des résultats probants. Ça fait parfois un petit peu peur, je trouve. Ça, c'est pareil, c'est mon analyse personnelle. Renseignez-vous auprès d'autres articles. Il y a des reportages très intéressants. Si jamais vous me pingez sur LinkedIn, je pourrais vous trouver des liens là-dessus qui peuvent vous éclairer là-dessus. Après, voilà, il faut voir. Est-ce qu'il y a d'autres optiques qui peuvent émerger? Je pense qu'il faut miser sur plusieurs choses différentes. C'est pas clair, c'est très incertain ce qui va se dégager comme étant utile et qui pourra passer à l'échelle. Du coup, super, merci d'avoir répondu avec tant de détails aux questions. Merci beaucoup, William. Aussi, merci beaucoup pour ton temps. Si voilà, comme j'ai dit, si vous avez aussi des commentaires pour nous ou des idées pour d'autres sujets, des sujets qui pourraient vous intéresser en tech ou aussi en général, n'hésitez pas. Vous me trouvez aussi sur LinkedIn, Ariane Sophie Schneider, et sinon toujours sur Malte. En fait, vous trouvez
l'adresse mail de notre support. Alors, vous pouvez toujours envoyer des messages. Du coup, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, William, pour ton temps, d'avoir préparé toute cette présentation. C'était un plaisir, vraiment. Et voilà, oui, ok, Delphine, si tu as raté un passage, c'est pas du tout un problème parce qu'en fait, on va vous envoyer un mail demain, un follow-up mail avec le lien parce que tout ça, c'est enregistré. Et on va aussi, en fait, mettre la vidéo du recording en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous la trouverez demain. Et les liens, en fait, dans le mail. Voilà. Du coup, si vous voulez, vous pouvez regarder encore une fois cette présentation. Et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, en fait, de nouveau, de la part de William, de la part de Matt, merci d'avoir été là. Et bon, voilà, on vous souhaite Merci beaucoup, Ariane. Merci beaucoup pour vos questions, vos interactions ultérieures aussi sur les réseaux sociaux. Archipreneur de vos idées. Ouais, exactement. Super. Bon, en tout cas, voilà, belle soirée à tout le monde et à très bientôt, peut-être au prochain webinaire. Au revoir. Ciao, bonne soirée. Au revoir.